question. Quand est-ce qu'a commencé la navigation au long cours? Donc c'est pratiquement la navigation en haute mer, contrairement au cabotage qui reste le long des côtes pour éviter tout risque. Là, il semble que ce soit dès le 8e siècle. Nous avons des informations sur des marchands arabes, au sens ethnique, et persans, qui sont signalés dans des ports indiens, mais signalés leur présence, chinois, jusqu'à Canton. Et plus tard, nous savons que des commerçants musulmans se sont installés dans des villes. Il y en a une qui s'appelle Chuan-Cheu et une autre qui s'appelle Hong-Cheu, au nord. Et un bateau qui partait, par exemple, de Séraph ou bien d'Oman, il allait avec sa marchandise et il revenait, il mettait 20 mois en tout. Presque 20 mois. 2 ans, oui. Voilà, 2 ans. C'est la raison pour laquelle ils prenaient de très gros bateaux, plusieurs dizaines de bateaux, et surtout, ils apportaient des marchandises qui sont les plus chères, en jouant sur le fait que c'était des produits de luxe là où ils arrivaient. Et donc, quelqu'un qui affrétait un bateau, qui finançait un bateau, eh bien, s'il revenait 20 mois après, eh bien, ce quelqu'un pouvait devenir milliardaire. Ce sont des fortunes immenses qui se constituaient relativement rapidement, mais d'une manière tout à fait honnête. Et c'est ce que dit Simbad à un moment donné. Je suis allé jusqu'à là-bas, je suis revenu avec, si je me souviens bien, des perles, du bois précieux, des safrans, etc. Et ma bourse s'est brusquement gonflée. Enfin, c'est une phrase un petit peu dans ce sens, oui. Et ce n'est pas uniquement de la légende. Il y a effectivement un soubassement de vérité historique. Donc là, c'est déjà au 8e siècle. Au 9e siècle, les bateaux partaient de Bassora, d'Obola, c'était un petit port qui n'existe plus, de Séraph. Et alors, il y avait 2 types de bateaux. Il y avait le petit cabotage, donc qui suivait la route côtière, bien sûr. Puis, comme vous avez dit, la voie directe. Alors, la voie directe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça veut dire qu'il y avait une connaissance très subtile, profonde, de ces routes maritimes, sans qu'on ait peur de chavirer ou bien de se perdre complètement dans la mer. Avec les climats, les vents, les moussons, les tornades, les ouragans, etc. Oui. Tout à fait. Alors, l'Inde était atteinte au niveau de sa pointe méridionale. Il y avait des étapes, des escales. Et après, on continuait. Et les bateaux allaient vers les îles Maldives, vers la Malaisie, vers l'île de Ceylan. Alors pourquoi ça c'est important? Parce qu'il suffit de regarder la carte aujourd'hui. Moi je suis allé aux îles Maldives cette année, j'ai pris l'avion de Doha jusqu'à Malé, la capitale, et on voit bien qu'il n'y a pas de côte. Les îles Maldives, c'est 1000 îles. Et donc la seule solution, c'est pleine mer, pleine mer, pleine mer. Il faut naviguer, sans côte, sans rien du tout. Ça veut dire qu'ils avaient une science très très précise. Donc la boussole, le compas, la rose des vents... Pas nécessairement. Ah bon? Pas nécessairement. Comment ils ont fait? Le savoir-faire, toujours, le savoir-faire. Alors ils sont arrivés jusqu'en Inde et en Chine, mais je suppose aussi qu'il y a eu une navigation commerciale le long des côtes d'Afrique, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. Moi j'avais parlé du Mozambique et vous m'avez dit qu'ils ont même contourné le cap de Bonne-Espérance. Ah oui, à partir du moment où ils sont allés jusqu'en Chine, qu'est-ce qui pouvait les empêcher d'aller dans l'autre sens. Dans l'autre sens, surtout qu'ils connaissaient les premières côtes africaines. Alors, ce que nous savons, d'abord évidemment ils connaissaient Mogadiscio, ils sont allés jusqu'à Zanzibar, ça c'est pas rien. Les îles Comores, ils sont allés jusqu'à un port qui s'appelait Sofala, inconnu, Sofala. Eh c'était le port des musulmans au Mozambique. Les musulmans du Mozambique sont dans cette région. Pour le commerce, ils s'arrêtaient à Madagascar. Pour les navigateurs aventuriers, etc., des militaires aussi, qui essayaient un peu de voir quels sont les territoires, eh bien, nous avons des témoignages qui disaient qu'ils ont doublé le cap de Bonne-Espérance, ils ont essayé de remonter. Alors, on ne sait pas s'ils sont allés jusqu'au Maghreb extrême. Il y a même des informations qui ne sont pas encore confirmées, disant que le contraire a été fait, c'est-à-dire des marins du Maghreb extrême, donc du Maroc actuel, seraient descendus, puisqu'ils sont allés dans les îles Canaries directement. Il y a même une information qui peut être une légende, mais qui peut être peut-être un jour confirmée, allez savoir, que certains marins du Maghreb extrême auraient tenté la traversée de l'Atlantique pour aller aux Amériques. Alors, quels étaient les produits, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et certainement des produits chers qui pouvaient rendre milliardaire un capitaine de bateau, quels étaient les produits qui étaient acheminés par mer? Je suppose que le safran faisait partie, parce que c'est un des produits les plus chers de la planète, même aujourd'hui, c'était un produit qu'on devait trouver dans les cales des bateaux, au retour. Alors il faut distinguer les produits qui venaient d'Afrique, oui, les produits qui venaient d'Europe, et les produits qui venaient évidemment de l'Asie. Alors, pour l'Afrique, il y a des esclaves, il y a de l'ivoire, de l'écaille de tortue, de l'ambre, des peaux de bêtes sauvages pour décorer. Pour l'Europe, c'était des matières premières, parce que l'Europe était ce qu'on appelle aujourd'hui un pays sous-développé, des pays sous-développés. Donc ils ne pouvaient vendre essentiellement que de la matière première, c'est-à-dire du bois, beaucoup de bois pour les bateaux, beaucoup de fer pour les bateaux aussi, beaucoup de produits qui permettaient de fabriquer des cordes. Il y avait beaucoup de matières premières, donc des bateaux spécifiques pour aller les chercher, transporter, etc. Et puis, ce qui fait rêver bien sûr, c'est le commerce avec la Chine et l'Inde. On achetait de la soie, on achetait du camphre, du musc, des bois précieux, des pierres précieuses, vous l'avez déjà dit, des épées déjà faites complètement. Il y avait une marque d'épées qui était très célèbre. Il y avait les condiments, tous les condiments qui ont fait que la cuisine musulmane du 9e siècle au 15e siècle était la cuisine la plus raffinée, venaient essentiellement de l'Inde, de Ceylan, de Malaisie, et il y avait les ingrédients nécessaires pour la fabrication des sucreries,
des pâtisseries. Vous allez me rappeler l'art culinaire, où on a tous bien dîné après. Il y a même des produits qui permettaient de teindre les tissus pour ces dames, et aussi pour que ces dames puissent se maquiller. Des produits cosmétiques qui venaient de l'Inde. Oui, ce qu'on appelle les Des tas de teintures produits. tinctoriales. Voilà, des produits tinctoriaux. Et évidemment, ils vendaient des choses. Puisque le monde musulman était un monde qui était considéré comme développé au sens industriel, ils avaient des manufactures, ils avaient des industries. Ben, ils vendaient le papier, ils vendaient des textiles, bien sûr, ils vendaient des tapis, ils vendaient des métaux travaillés, et puis ils vendaient tout ce qui était la finesse de la verroterie, qui était vraiment le monopole du monde musulman, et qui était essentiellement fabriqué en Syrie. Alors, qui étaient ces marchands, disons, internationaux, qui naviguaient sur de si longues distances, et comment est-ce qu'ils travaillaient? Alors, il y avait des marchands de toute confession, de toute origine, à l'image de tout ce qu'on a dit sur l'Empire musulman, à cause de sa diversité, de l'étendue du territoire. Il y avait aussi des marchands tout à fait individuels, ça fait un peu rappeler Sindbad le marin, tout seul, mais en fait, en général, c'était des groupes. Et donc, ils avaient des associations, soit des associations familiales, c'est plus sûr, soit des compagnies, soit des maisons de commerce, comme des chambres de commerce aujourd'hui. Ils avaient aussi l'habitude de faire des contrats, basés sur le crédit mutuel et sur la garantie solidaire. Et tout cela va être géré par les juristes, qui étaient pointilleux. C'était sophistiqué quand même. C'était sophistiqué, et les juristes étaient là pour savoir si c'était licite ou illicite. Et il y a certains juristes aussi, suivant les écoles juridiques musulmanes, Hanafites, Shafi'ites n'avaient pas les mêmes positions que les Malikites, ils étaient plus cool. Comme par hasard, les commerçants, à un certain moment, étaient beaucoup plus Hanafites et Shafi'ites. C'est pas une loi, mais enfin, je le dis quand même comme ça. Il suffit de regarder où sont les Hanafites aujourd'hui, dans quelle ville, dans le monde musulman d'ailleurs, c'est très intéressant. Et donc là, certains juristes considéraient qu'on pouvait contourner tout à fait légalement une sorte d'interdit, à condition d'y mettre les formes. L'intérêt était interdit, mais on pouvait toujours s'arranger. Il y avait l'utilisation de succursales, installées dans les ports les plus importants. Et puis il y avait quelque chose qui est étonnant, c'est l'ancêtre de la lettre de change. Il y avait une lettre de change, et il y avait l'ancêtre du chèque. C'était basé sur la confiance. Et donc la confiance était basée sur l'ancienneté dans le métier, sur l'expérience, sur les bonnes relations humaines, jusqu'à maintenant, vous le savez très bien. Oui. Et donc, quand quelqu'un signait un chèque, un papier, il le prenait avec lui, il allait dans telle région, même hors de l'Empire musulman, il achetait de la marchandise, il donnait juste le papier, parce que celui qui était là-bas en Inde, il y avait une relation de confiance et d'intérêt mutuel avec le monsieur musulman qui était à 4000 km de lui. Oui, le respect de la parole donnée ou de la poignée de main suffisait largement. Oui. Heureusement qu'il y a encore ces habitudes qui perdurent dans certaines régions. Alors, en Méditerranée, est-ce que la navigation était aussi importante que dans le reste de l'Empire? Je suppose que oui. Il y avait beaucoup de ports au Maghreb et en Espagne musulmane. Déjà au Maghreb, dès le départ, on a activé des lieux qui vont devenir ensuite des villes importantes. Alger, Ténès, Oran, Arzila, Béjaïa, Sebta, Hunayn. Hunayn est inconnu, mais c'était le port de Tlemcen. Ah oui, jusqu'au XIVe siècle, attention, si on voulait embarquer pour aller à la Mecque, pour aller faire de la science en Égypte, débarquer pour essayer de contrôler Tlemcen, c'est ce qu'a fait un roi mérinide avec son armada, eh bien, le port c'était Hunayn. Et aujourd'hui, les habitants même de Tlemcen ne savent peut-être pas, ou certains habitants, les jeunes, qu'ils avaient un grand port, à la fois civil et militaire. Et puis il y avait les ports d'Al-Andalus. Parmi les plus importants, Almeria bien sûr, mais il y a Valence, il y a Malaga, toute la côte était perlée de ports, soit de ports commerciaux, soit de ports militaires. Alors je suppose que là aussi les techniques de navigation de cette époque méritent qu'on s'y attarde parce qu'il y a eu des découvertes et des recherches très importantes. Oui, pour ne pas rentrer dans la technique, mais il y avait évidemment le cabotage simple, uniquement de l'expérience. On suit la côte, on apprend par cœur dans sa tête les configurations du relief, à la fois la côte et les montagnes. Il y avait aussi la navigation en haute mer, là il fallait analyser la couleur de la mer, tenez-vous bien, les algues marines, en fonction des lieux, de leur couleur, on savait où on était. Ils savaient s'orienter à l'aide des étoiles et des constellations, étoiles polaires, petites et grandes ours. Ils savaient surtout quand commençaient les moussons, quand finissaient les moussons, quelle était leur puissance dans telle ou telle région. Mais sans la mousson, on n'aurait jamais pu naviguer dans l'océan Indien, parce que c'est elle qui a entraîné les bateaux. Et il y a la mousson d'été, la mousson d'hiver. On pouvait y aller et attendre que la mousson revienne pour revenir. Et donc là, la mousson, c'était pas seulement un danger, c'était surtout le moyen de naviguer en haute mer. C'était un allié, donc. C'était un allié si on l'apprivoisait. Il y avait aussi les vents locaux. Il y avait la connaissance des latitudes des escales de l'océan Indien. Il y avait même la connaissance fine des oiseaux qu'on voyait dans le ciel quand on était en mer.
Donc ça veut dire qu'on était plus ou moins loin d'une côte? Non, non seulement certains volatiles signalaient la proximité des côtes, Oui. mais en fonction des régions, il y avait tel type d'oiseau. Ah d'accord, on pouvait se situer géographiquement. Voilà. D'accord. Il y avait des instruments de mesure. En fait, si vous permettez, je corrige, ils n'ont jamais utilisé l'astrolabe en mer. Ah bon? C'est pas pratique. C'est pas pratique. Ils ont utilisé un disque, mais qui ressemble à l'astrolabe, on l'a appelé astrolabe. Mais l'astrolabe est trop sophistiqué, lourd. On utilisait juste un instrument qui était une sorte d'équerre, avec des graduations, qui permettait d'estimer les distances, en particulier les distances de la côte, etc. Surtout pendant longtemps, l'expérience des routes qui leur permettaient de naviguer. Puis à un moment donné, il y a eu deux innovations. Vous les avez signalées. C'est l'arrivée des cartes spéciales qui sont les portulans, qui permettaient de repérer tous les ports, tous les mouillages, comme on dit, petits ports, grands ports, arsenal, etc. Et puis enfin, fin XIIe, début XIIIe siècle, le contrôle, soit l'invention, ça c'est une grande question. En ce qui concerne la boussole, quand il y a un peuple qui a inventé avant eux, ils sont heureux de le dire. Mais en faisant les recherches pour préparer cette émission, moi j'ai trouvé que les Arabes avaient emprunté la boussole aux Chinois. Non, ça c'est quelqu'un qui le dit comme ça. Nous, en tant que spécialistes, chercheurs, nous sommes beaucoup plus rigoureux. Je le dis aux jeunes qui nous écoutent. Il faut faire la distinction entre ceux qui écrivent des livres comme ça par amour du patrimoine, ou ceux qui veulent faire des best-sellers, qui font des romans, suivez mon regard. Et puis nous, les chercheurs, bon, évidemment, nous ne sommes pas toujours bien écoutés, tout simplement parce que nos livres n'arrivent pas aux lecteurs. Alors la radio me donne l'occasion ici de corriger certaines choses. Et parmi les corrections à faire, c'est que la boussole a été inventée par les Chinois, le principe, mais il semble qu'elle ait été réinventée par les musulmans, parce que nous trouvons des ouvrages qui expliquent pour la première fois le principe de la boussole, et ces ouvrages expliquent le principe le plus élémentaire. C'est-à-dire qu'ils l'expliquent au XIIIe siècle, alors que la boussole était sophistiquée chez les Chinois. Donc si les Arabes avaient pris la boussole chez les Chinois, ils l'auraient prise telle quelle. Oui. Comme les Européens vont prendre l'astrolabe, qui était déjà sophistiqué. Or, on voit chez un yéménite, un savant astronome yéménite, el Malik al-Ashraf, qui écrit un petit livre pour expliquer le principe de la boussole. Et d'ailleurs, il nous est resté les noms de la boussole qui montrent que probablement ça a été découvert en pays d'islam. Il l'appelle l'ibra, l'aiguille, tout simplement. Oui. Ou bien il l'appelle Beit el-Ibra, c'est-à-dire la boîte à aiguilles. Il l'appelle même plus simplement Samaka, le poisson. Parce qu'ils mettent une sorte de petit poisson qui flotte. Il l'appelle Tassa. Le mot tasse en français vient de tassa. Hein. Tout simplement parce qu'il mettait juste un bol, de l'eau, et il mettait quelque chose qui flottait en bois, et au-dessus, il mettait un petit bout de fer qui était magnétisé parce qu'ils ont constaté que ça tournait. La première boussole arabe était comme ça. Vous vous rendez compte que cette boussole ne pouvait pas être utilisée par les marins. Dès qu'il y a un peu de tangage, Trop simpliste, hein? toute la boussole basculait. Donc nous, en tant que spécialistes, il est tout à fait raisonnable de penser que les marins musulmans, on dit même que ce seraient les marins maghrébins ou andalous qui auraient pour la première fois utilisé la boussole à la fin du XIIe siècle pour naviguer réellement en haute mer. Alors moi, je parlais de navigation, des navigateurs et des pays visités par les marins musulmans. Oui, alors rapidement, parce que Oui. là, il y a toute une bibliographie très riche. J'ai écrit un article de 25 pages. Si des auditeurs m'écrivent, je peux leur envoyer l'article. Je ne l'ai pas encore publié, mais après tout, du producteur au consommateur, hein, comme pour les fruits. Voilà, c'est mieux, effectivement. Alors, il y a des écrits faits par des marchands qui s'adressent aux marchands, dès le IXe siècle, comme le livre de Sulayman le Marchand. Ça s'appelle Relations de la Chine et de l'Inde. Ça a été publié vers 850 à peu près. Il y a le livre de Sérafi au Xe siècle, qui est un livre sur l'Inde aussi, vous voyez. Il y a les livres des géographes, mais pas les livres classiques qu'on a évoqués pendant différentes émissions. Il y a un livre qui parle des routes vraiment maritimes. C'est le livre d'Ibn Qurdazbah, qui a été d'ailleurs traduit et édité par un de mes maîtres, qui est le professeur Had Sadoq, qui était mon proviseur au lycée Amar al-Rachid, et c'est l'occasion de lui rendre un hommage. C'est un grand maître, qui a été oublié, et c'est dommage. Il s'appelle Livre des routes et des royaumes. Il y a des livres écrits par des capitaines de navires, qui sont beaucoup plus techniques. Par exemple, Description des côtes de la Chine et de l'Inde. Il y a Livre de la route. Il y a des livres qui s'appellent uniquement avec un nom indien, Rahmanag. C'est un mot technique, pour les marins, tout simplement pour les marins. Il y a évidemment les ouvrages d'Ibn Majid et d'Al-Mahri, mais qu'on évoquera après. Ça, c'est le summum de la littérature, à la fois technique et littéraire. Et puis, à un moment donné, une littérature marine a commencé à se développer. En fait, c'est une littérature pour raconter le merveilleux de tout ce que rapportaient de vrai ou de légendaire les marins de leur expédition lointaine, mer Rouge, océan Indien, Afrique, Méditerranée et surtout océan Indien jusqu'à la Chine. C'est ce que vous n'aviez pas voulu trop développer dans les grands reporters. Voilà. Dès le Xe siècle, il y a un anonyme qui a écrit des merveilles de la mer. Et puis, à un moment donné, on a écrit des légendes et des contes. Et on pense à Sinbad le marin.
Évidemment. Mais dans la base, est constitué de faits réels. Alors il y a les Mille et une nuits, j'invite beaucoup les jeunes à lire les Mille et une nuits et les chapitres sur la navigation en arabe, ça existe pour une fois, on n'a pas besoin de traduction. Si on met de côté les ouvrages très très importants, mais qui malheureusement arrivent plus tard au XVe siècle, et dont on a des copies, eh bien, il y a des dizaines et des dizaines d'ouvrages dont on n'a que le titre, dont on n'a que le résumé parfois, et qui sont perdus. S'ils sont perdus, c'est que la matière, la substantifique moelle, a été plus ou moins récupérée par les grands marins qui vont venir au XIVe, XVe siècle. Justement, parmi les grands marins, il y a ce fameux lion de mer, Ibn Majid, comme on l'avait surnommé, et on parle beaucoup de ce qu'il aurait écrit et fait, et qui aurait aidé Vasco de Gama, le navigateur portugais du XVe siècle, dans sa traversée de l'océan Indien. Alors là aussi, entre mythe et réalité, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, à notre connaissance aujourd'hui, les spécialistes remettent en cause la véracité de cette information qui est que c'est Ibn Majid, XVe siècle, qui aurait été le capitaine qui a sauvé les bateaux de Vasco de Gama du naufrage après plusieurs tentatives. Vasco de Gama, avec sa flotte, a fait plusieurs tentatives qui ont toutes échoué quand les flottes arrivaient au début de l'océan Indien, en dessous de la mer d'Oman. On dit toujours que c'est Ibn Majid. Pourquoi? Parce qu'on ne prête qu'aux riches. Mais maintenant, d'après les recoupements, d'après les études comparatives, etc., les spécialistes rejettent cette hypothèse. Ce n'est pas Ibn Majid, mais ça n'enlève rien à l'événement. C'est un grand capitaine arabe, cette fois-ci arabe, hein, qui a évidemment prêté ses services à Vasco de Gama et qui l'a piloté jusqu'à Calicut, qui est précisément le premier port d'attache sur la côte indienne. Et c'est reconnu par les Portugais, mais les Portugais n'ont pas retenu le nom. Probablement aussi parce que le fait que les Portugais n'aient pas retenu le nom d'un aussi grand marin que Ibn Majid, c'est que peut-être c'était un des capitaines, et il y en avait beaucoup, hein. C'est un technicien, un passeur de bateaux. Donc c'est bien dommage de n'avoir pas retenu ce nom, mais toujours est-il qu'il a permis à Vasco de Gama, lui, d'entrer dans l'histoire, puisqu'il était arrivé jusqu'en Inde, il a fondé les comptoirs portugais. Le reste de l'histoire, elle appartient à l'histoire de l'humanité. Il faut maintenant quand même dire quelques mots sur Ibn Majid. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été peut-être le capitaine qui a piloté les bateaux de Vasco de Gama qu'il ne doit pas rester dans l'histoire. Il est resté dans l'histoire parce que non seulement c'était l'un des plus grands capitaines de toute l'histoire de la marine arabe et musulmane, mais aussi parce qu'il a laissé quand même des ouvrages qui montrent à la fois sa grande expérience et ses connaissances théoriques. Il est rare qu'un grand capitaine de cette époque, du 9e jusqu'au 15e, même chez les Européens, 16e, 17e siècle, soit à la fois un grand capitaine, au sens pratique du terme, au sens technique du terme, et un savant, et un poète. Poète aussi. Absolument, il a écrit des traités de navigation en poèmes, et nous les avons. Et ils sont très difficiles. Ils sont faciles à apprendre par cœur, parce que c'est des poèmes, mais ils sont difficiles à commenter. Il est le descendant d'une lignée de très grands marins, mais que les gens ont oublié. Son grand-père déjà, qui s'appelle Ibn Amr, un grand marin, capitaine. Il est de la fin du XIVe siècle. Vous savez, capitaine, les musulmans ont dit mu'allim. Oui. Il a écrit un traité nautique sur la navigation en mer Rouge. Son père, lui aussi un grand marin, début du XVe siècle. Il est connu pour son long poème de 1000 vers, qui traite de la navigation en général. C'est pas étonnant que Ahmad ibn Majid, le dernier de la famille, Hérite de tout ça. Hérite, c'est pas automatique, mais enfin là, il hérite à la fois de toute cette culture, de cette tradition, De ce savoir, de ce savoir-faire. savoir-faire, et puis surtout de ses propres qualités, il les a mis à service de la navigation. Alors, il a été un navigateur hors pair, il est appelé le grand mu'allim, le plus grand mu'allim. Il était appelé aussi le quatrième après les trois, parce qu'il y a eu trois grands marins, dont son père, son grand-père, et un autre qu'on ne connaît pas, anonyme. Et lui, c'est le quatrième après les trois. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez. C'est un peu comme les mu'allaqat, les fameux poèmes, il n'y en a que 7. Hein. Il était appelé le successeur des lions. Et vous l'avez dit, il était appelé aussi le lion de la mer en furie. Il a su la dompter. Voilà, c'était un titre honorifique. Alors il a écrit en prose et en vers, comme je l'ai dit. Ses connaissances sont basées évidemment fondamentalement sur son expérience, les côtes, les courants marins, les phénomènes météorologiques, les vents, les repères terrestres, une fine connaissance de la mousson. Et c'est l'un des rares qui avait des connaissances savantes, qui se rattachent à tout ce qu'on a raconté dans les émissions précédentes. Mouvement de la sphère céleste, instruments de navigation, cartes, trigonométrie. Il savait calculer, il savait mesurer, il donnait des indications, il donnait des terminologies qui montraient que, d'abord, il a eu une formation en mathématiques, astronomique, et en plus, il a utilisé ce savoir savant. Et je pense que pour clôturer cette émission, c'est un de ces grands noms du savoir de la civilisation arabo-musulmane dont il faut absolument enseigner la vie aux générations actuelles. Pourquoi? Parce qu'il est l'exemple à la fois de cette synthèse que la civilisation musulmane a été peut-être la seule à faire à cette échelle, cette synthèse entre le savoir-faire lentement accumulé,
patiemment accumulé, et le savoir savant acquis auprès de maîtres. Et cette synthèse heureuse, c'est ce qui symbolise la science arabe et la science arabo-musulmane en général.